Le frère de mon mari a menti, disant que je l'avais séduit et que j'étais enceinte de lui. Mon mari n'a même pas cligné des yeux et il m'a craché dessus, sa mère m'a maudite. J'ai disparu sans un mot. 2 ans plus tard, il m'a retrouvé et a vu l'enfant. Son visage est devenu pâle. Il a murmuré, « C'est ». J'ai fermé la porte. Le test de grossesse tremblait dans mes mains alors que 2 lignes roses se matérialisaient comme la promesse de tout ce que j'avais toujours désiré. Après 18 mois d'essai, Antoine et moi allions enfin être parents. J'ai pressé le bâton en plastique contre ma poitrine, les larmes coulant sur mon visage, imaginant sa réaction. Peut-être que cela comblerait la distance émotionnelle qui s'était installée entre nous depuis notre mariage. Peut-être qu'un bébé le ferait me regarder comme avant. J'ai glissé le test dans mon sac à main, prévoyant de le surprendre avec un dîner et la nouvelle ce soir. Mais d'abord, les courses. J'avais besoin d'acheter les ingrédients pour son plat préféré, les lasagnes avec beaucoup de fromage, comme sa mère, Brigitte, les faisait. L'ironie ne m'échappait pas, j'essayais constamment de rivaliser avec une femme qui ne m'avait jamais accepté dans leur cercle très uni. Antoine avait toujours été réservé, même pendant nos fréquentations. Sa famille signifiait tout pour lui. Parfois, je me demandais s'il y avait de la place pour quelqu'un d'autre dans cet espace sacré. Sa mère, Brigitte, régnait sur la maison d'une main de fer, enveloppée dans des dîners du dimanche et des commentaires passifs-agressifs sur ma cuisine. Ses sœurs, Aurélie et Adeline, suivaient son exemple comme des disciples dévoués, trouvant toujours des moyens subtils de me rappeler que j'étais une étrangère. Mais c'était Marc, le frère cadet d'Antoine, qui me donnait la chair de poule. À 26 ans, il vivait toujours dans sa chambre d'enfant, enchaînant les petits boulots et les substances récréatives qui lui laissaient les yeux injectés de sang et le jugement altéré. Il y avait quelque chose de prédateur dans la façon dont il me regardait lors des réunions de famille, son regard s'attardant trop longtemps quand Antoine ne regardait pas. Il y a 3 mois, Marc m'avait acculé dans la cuisine pendant la fête d'anniversaire de Brigitte. L'odeur de l'alcool s'accrochait à lui alors qu'il s'appuyait contre le comptoir, bloquant ma sortie. « Ta sœur est jolie », avait-il dit, ses mots légèrement empâtés. Vraiment jolie. Tu penses qu'elle serait intéressée par ce ranger? Ma sœur cadette, Emma, n'avait que 22 ans, fraîchement diplômée de l'université et pleine de rêves qui n'incluaient pas un beau-frère bon à rien avec des problèmes de toxicomanie. Elle se concentre sur sa carrière en ce moment, avais-je répondu diplomatiquement, essayant de le contourner. Sa main s'est tendue, serrant mon poignet. Allez Hélène, dis un bon mot pour moi. La famille devrait aider la famille, pas vrai? Je ne pense pas que vous seriez compatibles, avais-je dit fermement, dégageant mon bras. La marque de ses doigts s'est vite estompée, mais le souvenir persistait. L'expression de Marc s'est assombrie. Tu penses que tu es meilleur que nous, n'est-ce pas? Arrivant ici avec ton diplôme universitaire et ton boulot chic, agissant comme si tu rendais service à Antoine en l'épousant. Ce n'est pas ça. Tu vas le regretter, a-t-il murmuré, sa voix tombant à quelque chose de froid et de menaçant. Tu vas regretter de me regarder de haut. J'ai rejeté ces paroles comme les divagations de quelqu'un dont le cerveau avait été brouillé par trop de nuits blanches et de produits chimiques. Antoine m'aimait. Nous construisions une vie ensemble. Marc était juste jaloux, aigri par ses propres échecs. Comme j'avais été naïve. Le supermarché semblait différent cet après-midi-là, chaque allée scintillant de possibilités. Je me suis retrouvé à m'orienter vers la section bébé, passant mes doigts sur de minuscules bodys et imaginant les mains fortes d'Antoine berçant notre enfant. J'ai acheté des vitamines prénatales, mon premier acte officiel en tant que future mère, et j'ai souri à la caissière âgée qui m'a rappelé de prendre soin de moi. Le trajet de retour à la maison fut magique. J'ai répété différentes façons d'annoncer la nouvelle, décidant de placer le test à côté de son assiette avec une note, notre famille s'agrandit. Simple. Parfait. Qui allait changer ma vie? Mais quand je suis arrivé dans notre allée, quelque chose n'allait pas. Trop de voitures bordaient la rue. Le pick-up d'Antoine était garé de travers dans l'allée, comme s'il s'était garé à la hâte. À travers notre fenêtre avant, je pouvais voir des silhouettes se déplacer dans notre salon aux des formes appartenant à toute sa famille. Mes mains tremblaient alors que je cherchais maladroitement les sacs de course, le test de grossesse brûlant comme une preuve dans mon sac à main. Peut-être qu'il préparait une surprise pour l'anniversaire de quelqu'un. Peut-être que Brigitte avait décidé de cuisiner ici au lieu de chez elle. La porte d'entrée s'est ouverte avant que je puisse prendre mes clés. Antoine se tenait là, son visage un masque de fureur que je n'avais jamais vu auparavant. Derrière lui,
je pouvais voir Brigitte, Aurélie et Adeline, disposées comme un tribunal dans notre salon. Marc était affalé sur notre canapé, son expression suffisante et satisfaite. Nous devons parler, a dit Antoine, sa voix terne et sans émotion. Je l'ai suivi à l'intérieur, le sac de course toujours serré dans mes doigts engourdis. L'atmosphère était suffocante, chargée d'une électricité qui me donnait des picotements d'alerte. « Asseyez-vous » ordonna Brigitte, sa voix assez tranchante pour couper du verre. Je suis resté debout, serrant les sacs comme un bouclier. Qu'est-ce qui se passe? Antoine a brandi un morceau de papier, d'apparence officielle, avec un en-tête médical et une terminologie scientifique dispersée à sa surface. Mes yeux avaient du mal à se focaliser sur les mots, mais certaines phrases ressortaient, test de paternité ADN, résultat concluant, père biologique. Tu peux expliquer ça? La voix d'Antoine claqua comme un fouet. J'ai regardé fixement le document, mon cerveau refusant de traiter ce que je voyais. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que c'est? C'est un test ADN, a dit Marc depuis le canapé, avec une fausse préoccupation dans la voix. Antoine l'a trouvé dans tes affaires. Apparemment, tu gardais de sacrés gros secrets. Les sacs de course glissèrent de mes mains, les articles roulant sur notre parquet en bois dur. C'est impossible. Je n'ai jamais fait de test ADN. Je ne sais pas ce que c'est. Il est dit que le bébé que tu portes est celui de Marc, a dit Adeline, sa voix tranchante d'accusation. Il est dit que tu as couché avec ton beau-frère. La pièce pencha sur le côté. Quel bébé? Comment as-tu? Nous avons trouvé le test de grossesse dans ton sac, a dit Aurélie triomphalement. Pendant que tu jouais les innocentes au supermarché. Ils avaient fouillé dans mes affaires personnelles. Ils avaient découvert mon secret avant que je puisse le partager avec mon propre mari. Mais pire, d'une manière ou d'une autre, il y avait un document affirmant que Marc était le père d'un enfant que je n'avais découvert que quelques heures auparavant. C'est insensé, ai-je murmuré, ma voix à peine audible. Antoine, tu me connais. Tu sais que je ne ferai jamais ça. Son visage se tordit de dégoût. Je pensais te connaître. Apparemment, je me suis trompé. Avant que je puisse réagir, avant que je puisse me défendre ou exiger une explication, la salive d'Antoine m'a frappé au visage. Le choc, la violation complète, m'ont laissé figé. Mon mari, l'homme qui m'avait promis de m'aimer et de me protéger, venait de me cracher dessus comme si j'étais quelque chose de répugnant qu'il avait gratté de sa chaussure. « Tu es répugnante » a-t-il dit, sa voix remplie d'une haine que je n'avais jamais imaginé possible. La main de Brigitte a frappé ma joue avant que je puisse réaliser ce qui se passait. La gifle a résonné dans notre salon, suivie immédiatement par les doigts d'Adeline s'en mêlant dans mes cheveux, m'entraînant violemment vers la porte d'entrée. « Tout le monde doit voir quel genre de femme tu es vraiment, » grogna Adeline, me traînant dehors. J'ai crié le nom d'Antoine, je l'ai supplié d'écouter, de réfléchir, de se souvenir de qui j'étais, mais il est resté dans notre embrasure de porte, regardant ses sœurs m'humilier devant nos voisins, son visage vide de tout amour qui avait jamais existé entre nous. Le mensonge avait déjà pris racine, grandissant comme du poison à travers tout ce que j'avais cru réel. Les lumières de la rue se brouillèrent à travers mes larmes alors que je m'éloignais en trébuchant de ce qui était autrefois ma maison. Mon visage piquait encore à cause de la gifle de Brigitte, mon cuir chevelu me lançait là où Adeline avait tiré mes cheveux, mais la douleur physique n'était rien comparée au vide qui se répandait dans ma poitrine. Derrière moi, je pouvais entendre des portières de voitures claquant, des moteurs démarrant, la famille se retranchant dans leur forteresse de bien-pensance. Je n'ai pas regardé en arrière, pas une seule fois. Ma Honda Civic était garée dans l'allée comme une amie fidèle, la seule chose dans ce cauchemar qui ne m'avait pas trahi. Je me suis glissé derrière le volant, mes mains tremblant si violemment que je pouvais à peine tenir le volant. Où pouvais-je aller? Mes parents étaient morts dans un accident de voiture quand j'avais 19 ans, un fait qui avait attiré Antoine vers moi au début, ses instincts protecteurs activés par mon statut d'orpheline. Maintenant, cette protection ressemblait à une blague cruelle. Tante Suzanne vivait à 3 heures au nord, mais elle avait 72 ans et luttait contre ses propres problèmes de santé. La dernière chose dont elle avait besoin, c'était que sa nièce enceinte débarque sur son pas de porte avec un scandale qui lui donnerait probablement une crise cardiaque. Je ne pouvais pas lui faire ça. Je ne pouvais pas accabler la seule famille qui me restait avec le naufrage de ma vie. J'ai conduit sans but à travers les banlieues, passant devant des maisons rayonnant de lumière chaude, des familles réunies autour des tables à manger, des enfants en sécurité dans l'amour de leurs parents. Tout ce que j'avais cru avoir. Tout ce que j'avais perdu en l'espace de 30 minutes.
Mon téléphone a vibré contre le siège passager. Le nom d'Antoine s'est affiché à l'écran, puis a disparu quand je n'ai pas répondu. Il a vibré encore et encore. J'ai fini par l'attraper et l'éteindre complètement. Le silence soudain était plus terrifiant que le tintement incessant. Claire. Le nom m'a frappé comme une bouée de sauvetage jetée à une personne en train de se noyer. Nous avions été colocataires à l'université, sœurs de cœur sinon de sang. Elle avait déménagé à Lyon il y a 2 ans pour le travail, mais nous étions restés proches. Si quelqu'un pouvait comprendre, si quelqu'un pouvait aider sans jugement, ce serait Claire. Je me suis garé sur le parking d'une station-service et j'ai utilisé le téléphone public, une relique ancienne qui ressembla soudain à un salut. Mes doigts tremblaient alors que je composais son numéro de mémoire. Allô? Sa voix semblait somnolente, confuse. Claire? C'est moi, Hélène. Je suis désolé d'appeler si tard, mais ma voix se brisa, les mots se coinçant dans ma gorge comme du verre brisé. Hélène? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as l'air horrible. La préoccupation dans sa voix, le changement immédiat de la confusion au mode de protection, a cassé quelque chose en moi. J'ai sangloté dans le combiné crasseux du téléphone public, haletant des fragments de l'histoire entre les larmes. Le faux test ADN. Le crachat d'Antoine. L'humiliation. La grossesse qui aurait dû être une bénédiction mais était devenue ma destruction. Monte tout de suite dans ta voiture, a dit Claire, sa voix toujours enveloppée de velours. Conduis jusqu'à Lyon. Ne t'arrête pas, ne réfléchis pas, conduis juste. J'aurai du café prêt et un lit fait. Nous réglerons ça ensemble. Les 6 heures de route passèrent dans un flou de lumière d'autoroute et d'air de repos. J'ai survécu avec le café des stations-service et la détermination, mon ventre se contractant parfois, des rappels de la minuscule vie qui grandissait en moi, innocente du chaos entourant sa conception. Chaque mile qui s'étirait entre moi et Antoine ressemblait à un autre point de suture dans la blessure, douloureux mais nécessaire à la guérison. Claire m'attendit à la porte de son appartement, en pyjama et avec une expression féroce qui osait le monde de me blesser davantage. Elle regarda mon visage et me serra dans ses bras dans une étreinte qui me donna l'impression de rentrer à la maison. Nous ne sommes pas obligés d'en parler ce soir, murmura-t-elle dans mes cheveux, mais demain, nous allons détruire celui qui t'a fait ça. Sa chambre d'amis devint mon sanctuaire. Claire travaillait comme graphiste, principalement en freelance, ce qui signifiait des horaires flexibles et la possibilité de venir voir comment j'allais pendant la journée. Elle a acheté des vitamines prénatales sans qu'on le lui demande, a rempli le réfrigérateur d'aliments qui ne déclencheraient pas mes nausées matinales, et n'a jamais remis en question ma version des faits. Tu pourrais combattre ça, a-t-elle dit un soir alors que nous étions assises sur son canapé, partageant un pot de glace à la menthe et aux pépites de chocolat. Dénonce le faux test ADN. Fais-leur payer pour ce qu'ils ont fait. J'ai pressé ma main contre mon ventre qui s'arrondissait, sentant le premier frémissement qui deviendrait plus tard des coups de pied et des hoquets et de petits pieds appuyant contre mes côtes. Et si je ne peux pas prouver que c'était faux? Et s'ils ont déjà convaincu tout le monde? Et si combattre ne faisait qu'empirer les choses? Claire étudia mon visage à la lumière de la lampe. Qu'est-ce que tu veux faire? Disparaître, ai-je dit sans hésitation. Complètement. Laisse-les vivre avec leurs mensonges pendant que je construis quelque chose de vrai. Elle hocha lentement la tête. Alors c'est ce que nous ferons. La transformation commença la semaine suivante. J'ai postulé à des postes en télétravail, mettant à profit mon expérience en marketing pour obtenir un poste dans une entreprise qui ne se souciait pas de l'endroit où je vivais tant que je fournissais des résultats. Claire m'a aidé à installer un bureau à domicile dans sa chambre d'amis, créant un espace de travail professionnel et permanent. Les mois passèrent dans un cocon de productivité tranquille. Mon ventre devint rond et ferme, mon corps changeant d'une manière qui m'étonnait et me terrifiait. J'allais seul aux rendez-vous médicaux, j'ai refusé de connaître le sexe du bébé, et j'ai soigneusement évité toute mention du père sur les formulaires médicaux. Cet enfant serait à moi seul. La pluie de novembre tambourait contre les fenêtres de l'hôpital alors que les douleurs de l'accouchement étreignaient mon corps avec une intensité croissante. Claire me tint la main à travers chaque contraction, me guida à travers chaque respiration, et pleura avec moi quand Henri fit finalement son entrée dans le monde. Il était parfait. 10 doigts, 10 orteils, une masse de cheveux foncés qui me rappelait douloureusement Antoine. Ses yeux, quand ils s'ouvrirent enfin, étaient du même brun profond que ceux de son père. Mon cœur se serra de reconnaissance et de perte. Il te ressemble, mentit gentiment Claire, mais nous savions toutes les deux la vérité. Henri ressemblait exactement à Antoine.
Chaque trait, chaque expression, chaque petite manie en grandissant serait un rappel de l'homme qui avait choisi les mensonges de sa famille plutôt que la vérité de sa femme. Mais il était aussi le mien. Complètement, absolument, inconditionnellement le mien. Les nuits étaient les plus dures. Quand Henri pleurait et que j'arpentais les sols de l'appartement de Claire, j'imaginais parfois appeler Antoine, j'imaginais sa voix douce d'émerveillement alors que je décrivais le premier sourire de notre fils, son minuscule poing serré autour de mon doigt, la façon dont il se calmait instantanément quand je chantais des berceuses. Mais ensuite, je me souvenais du crachat. De la haine dans ses yeux. Des sœurs qui m'avaient traîné dans les rues comme si j'étais une ordure à jeter. De la famille qui avait choisi le mensonge arrangeant de Marc plutôt que 2 ans de mariage et d'amour. J'ai changé mon numéro de téléphone et j'ai bloqué toutes les voies possibles par lesquelles il pourrait me contacter. Les comptes sur les réseaux sociaux disparurent. Les anciennes adresses e-mail furent abandonnées. Hélène Martin, la femme d'Antoine, cessa d'exister. À sa place, je suis devenue Hélène Dubois, mère célibataire, survivante, femme qui avait appris que parfois la plus grande vengeance est simplement refuser d'être détruite. Henri et moi avons construit notre vie tranquille à Lyon, loin du poison des mensonges et des fausses accusations. Mon absence devint ma déclaration. Mon silence devint ma force. Ils voulaient que je parte. Je leur ai donné exactement ce qu'ils voulaient. Et d'une certaine manière, cela donnait l'impression de gagner. 2 ans de paix brisés par un seul appel téléphonique un mardi matin. Henri construisait des tours avec des blocs colorés dans notre salon, ses doigts potelés empilant soigneusement chaque pièce en faisant de doux bruits de vroom. À 24 mois, il devenait une petite personne avec des opinions et des préférences, l'entêtement de son père émergeant déjà. La voix de Claire avait un ton que je n'avais pas entendu depuis cette première nuit où j'étais arrivé sur son pas de porte. « Hélène, nous devons parler. Quelqu'un s'est renseigné sur toi. » Ma tasse de café s'immobilisa à mi-chemin de mes lèvres. En 2 ans, personne n'était venu chercher. J'étais devenu un fantôme, existant dans les espaces entre mon ancienne vie et cette nouvelle réalité que j'avais soigneusement construite. Qui ? Le mot sortit plus tranchant que prévu. Antoine. Il a contacté Sarah de notre ancien groupe d'université. A demandé si elle avait eu de tes nouvelles. Si elle savait où tu étais. Sarah m'a appelé parce qu'elle ne savait pas quoi dire. Le salon sembla légèrement penché. Henri leva les yeux de ses blocs, sentant le changement d'énergie avec cette capacité étrange que possèdent les enfants. Ses yeux noirs, si ressemblants à ceux de son père, étudièrent mon visage avec inquiétude. « Que as-tu dit à Sarah ?»« Rien. »« Mais... » Hélène, il avait l'air désespéré. Sarah a dit qu'il pleurait au téléphone. J'ai posé mon café avec des mains qui s'étaient mises à trembler. Je ne me soucie pas s'il hurlait. Il a fait son choix il y a 2 ans. Mais le silence de Claire s'éternisa trop longtemps, et je savais qu'il y avait plus. Qu'est-ce que tu ne me dis pas ? Sarah a mentionné autre chose. Le frère d'Antoine, Marc. Il a été à l'hôpital. Quelque chose à propos d'une pneumonie qui est devenue grave. Elle l'a entendu par la rumeur. La mention du nom de Marc me serrait toujours l'estomac, mais je ne ressentis aucune sympathie pour sa maladie. Bien. Peut-être que le karma l'avait finalement rattrapé. Ce que je ne savais pas, ce que je n'aurais pu imaginer, c'est que dans une chambre d'hôpital stérile à 3 départements de distance, Marc se noyait dans autre chose que du liquide dans ses poumons. L'infection avait déclenché une forte fièvre qui abattit les murs qu'il avait bâtis autour de sa conscience, et dans son délire, la vérité commença à se déverser comme du poison d'une plaie infectée. Antoine maintenait une vigile au chevet de Marc, leur mère tournant les gardes avec leur sœur. La famille qui s'était ralliée si vite pour me détruire était maintenant réunie pour sauver celui qui avait tout orchestré. Mais la culpabilité, il s'avéra, était une infection plus persistante que la pneumonie. Je l'ai fait, avait murmuré Marc à travers le masque à oxygène, sa voix à peine audible au-dessus des machines surveillant son corps défaillant. J'ai inventé tout ça. Antoine pensa initialement que c'était des paroles de fièvre, des divagations sans signification d'un cerveau luttant contre l'infection et les médicaments. Mais Marc continua à répéter, devenant plus agité quand personne ne semblait comprendre. Le test ADN, je l'ai falsifié. Hélène, elle n'a jamais rien fait. Je voulais lui faire du mal parce qu'elle ne voulait pas m'aider avec sa sœur. Je voulais la détruire. La confession vint par fragments sur plusieurs heures de délire, chaque pièce se mettant en place comme un puzzle, révélant une image trop horrible à comprendre.
Marc décrivit comment il avait trouvé le test de grossesse dans mon sac à main quand je l'avais laissé sans surveillance pendant un dîner de famille, comment il avait recherché des laboratoires en ligne et créé un faux document convaincant en utilisant la terminologie médicale et des en-têtes d'apparence officielle, comment il l'avait placé là où Antoine le trouverait pendant que j'étais sorti acheter des provisions pour le dîner surprise qui n'eut jamais lieu. Le monde d'Antoine implosa dans cette chambre d'hôpital. Le frère qu'il avait défendu, le membre de la famille dont il avait cru la parole plutôt que celle de sa femme, avait systématiquement détruit la seule bonne chose dans la vie d'Antoine. Et il avait aidé. Il avait été l'arme que Marc avait utilisée pour déchirer mon monde. L'agression eut lieu juste là dans l'unité de soins intensifs. Les mains d'Antoine trouvèrent la gorge de Marc avant que la pensée rationnelle puisse intervenir. Les alarmes hurlèrent alors que le personnel médical se précipitait pour les séparer. La sécurité fut appelée. Antoine fut interdit d'hôpital pendant 24 heures pendant que l'état de Marc se stabilisait. Mais les dégâts à leur famille ne faisaient que commencer. Antoine entra chez sa mère comme un ouragan, exigeant des réponses, hurlant des questions qui n'avaient pas de bonnes réponses. Avait-il su? Avait-il suspecté? Comment avait-il pu être si prompt à croire les mensonges de Marc? Le craquage de Brigitte fut spectaculaire et laid. Elle avait orchestré mon humiliation publique, mené la charge pour me traîner dans les rues comme une femme écarlate. La réalisation qu'elle avait détruit une femme innocente, sa propre belle-fille, l'envoya dans des crises d'hystérie qui nécessitèrent une intervention médicale. Aurélie et Adeline durent faire face à leur propre compte. Les sœurs qui avaient été si impatientes de jouer les juges et jurés se trouvèrent confrontées à la réalité qu'elles avaient participé à ruiner la vie de quelqu'un qui n'avait rien fait de mal. La culpabilité les consuma de différentes manières, Aurélie développant des crises de panique qui la laissaient incapable de dormir, Adeline se jetant dans le bénévolat dans des refuges pour femmes comme si elle pouvait d'une manière ou d'une autre équilibrer les échelles du karma. La recherche d'Antoine pour me retrouver commença cette même semaine. Il commença par les endroits évidents, les hôpitaux où j'aurais pu accoucher, les immeubles d'appartements près de l'endroit où nous avions vécu, les anciens collègues qui seraient peut-être restés en contact. Il engagea un détective privé qui rentra bredouille. J'avais disparu plus complètement que n'importe lequel d'entre eux n'aurait pu imaginer possible. Le désespoir le poussa à créer de faux profils sur les réseaux sociaux, rejoignant des groupes de jeunes mères, balayant les photos pour un aperçu de mon visage. Il contacta chaque ami commun que nous avions jamais eu, laissant des messages vocaux qui devinrent plus frénétiques chaque jour. Si vous avez des nouvelles d'Hélène, s'il vous plaît, dites-lui que je connais la vérité maintenant. S'il vous plaît, dites-lui que je suis désolé. S'il vous plaît, dites-lui que je ferai tout pour réparer cela. Mais j'avais coupé ces liens si complètement que ces messages tombèrent dans le vide. Le rapport du détective privé était dévastateur par sa complétude, pas de carte de crédit, pas de contrat de location, pas de dossier d'emploi, pas d'empreinte numérique. Hélène Martin, la femme d'Antoine, cessa d'exister. La percée vint d'une source inattendue. Claire avait regardé ma détérioration émotionnelle alors que la recherche d'Antoine s'intensifiait. Le stress affectait mon travail, mon sommeil, ma capacité d'être pleinement présente pour Henri. Elle prit une décision qui allait tout changer, motivée par l'amour et l'inquiétude pour mon bien-être. Quand l'enquêteur d'Antoine la contacta directement, elle craqua. Pas complètement. Elle ne révéla pas mon emplacement ni mon identité actuelle, mais elle confirma que j'étais en vie, que j'étais en sécurité, et que j'avais effectivement été enceinte quand j'avais disparu. Elle a eu le bébé, dit Claire à l'enquêteur, sa voix lourde du poids de la trahison qu'elle commettait contre ma confiance. Et vous devez savoir, l'enfant ressemble exactement à Antoine. Rien à voir avec Marc. Rien du tout. Ce seul fil fut tout ce dont Antoine eut besoin. Il remonta jusqu'à Claire, faisant le guet devant son immeuble, suivant ses déplacements, attendant le moment où le désespoir l'emporterait sur mes mesures de sécurité prudentes. La chasse avait commencé, et mes 2 ans de paix étaient sur le point de se terminer. Le coup frappé arriva à 18h47 un jeudi soir, juste au moment où Henri et moi finissions notre rituel d'arroser le petit jardin d'herbes aromatiques que nous avions planté ensemble dans le jardin de Claire. Le son résonna dans l'appartement avec une finalité qui me glaça le sang. Pas le léger tap-tap d'un voisin ou le rythme régulier d'un livreur. Celui-ci était délibéré, mesuré, attendu avec intention. Henri leva les yeux de son petit arrosoir qu'il utilisait pour arroser les plants de basilic, son petit visage brillant de la simple joie d'aider. « Porte maman ?» Je savais sans regarder par le Judas, sans vérifier le moniteur de sécurité que Claire avait installé après mon arrivée. Je savais exactement qui se trouvait de l'autre côté de cette barrière de bois.
Mon corps reconnut le son, comme les survivants de traumatismes reconnaissent leur déclencheur. Instantanément. Viscéralement. Complètement. Mes mains tremblaient alors que j'approchais de la porte, Henri traînant derrière moi avec son arrosoir toujours serré dans ses poings. Par le Judas, le visage d'Antoine apparut, déformé par la lentille grand angle mais indubitablement lui. Il avait l'air d'avoir vieilli de 10 ans en 2 ans. Ses joues étaient creuses, ses yeux enfoncés dans des cernes sombres qui parlaient de nuit blanche et de culpabilité infinie. La mâchoire forte que j'avais aimé autrefois tracer du bout des doigts semblait maintenant assez tranchante pour couper du verre. J'ouvris la porte juste assez large pour le voir clairement, gardant la chaîne de sécurité engagée. Le soleil de fin d'après-midi projetait de longues ombres dans le couloir, mais rien ne pouvait cacher la dévastation écrite sur ses traits. Hélène. Mon nom tomba de ses lèvres comme une prière, brisée et désespérée. Derrière moi, Henri était devenu silencieux, comme les enfants le font quand ils sentent la tension adulte. Je pouvais sentir sa présence à ma hanche, son petit corps chaud contre ma jambe alors qu'il regardait autour de moi avec des yeux curieux. Le regard d'Antoine tomba sur Henri, et je regardais son visage se transformer. La reconnaissance fut immédiate et dévastatrice. Les cheveux foncés d'Henri captaient la lumière du couloir de la même manière que ceux d'Antoine. La forme de son nez, la pose de ses épaules, même à 2 ans, c'était comme regarder Antoine enfant. C'est ça. La voix d'Antoine se brisa, la question suspendue dans l'air entre nous comme de la fumée. Je ne dis rien. Au lieu de cela, je fis un pas en arrière et fermai la porte d'un doux clic qui sembla résonner dans tout le bâtiment. Mais Antoine ne partit pas. Je pouvais voir son ombre sous la porte, je pouvais l'entendre respirer de l'autre côté du bois. Pendant 20 minutes, il resta là, dans un silence absolu, pendant qu'Henri et moi finissions de dîner, pendant que je donnais son bain à Henri, pendant que je lui lisais son histoire du soir. Ce n'est que lorsque les lumières du couloir passèrent à leur réglage plus tamisé du soir que j'entendis ses pas s'éloigner enfin. Il revint le lendemain soir, et la soirée d'après. Le 4e jour, je trouvai une lettre glissée sous la porte. Mon nom était écrit sur l'enveloppe de la main soignée d'Antoine, la même écriture qui avait autrefois orné des mots doux cachés dans mon sac à lunch. Je la jetai sans l'ouvrir. D'autres lettres suivirent. Des boîtes cadeaux apparurent devant la porte, des jouets pour enfants restés non ouverts, des fleurs qui flétrissaient dans leur papier d'emballage, des photos de notre jour de mariage qui faisaient mal à ma poitrine d'une douleur fantôme. J'ai donné les jouets à une œuvre de charité et jeté tout le reste dans la benne à ordures derrière l'immeuble de Claire. Les excuses vinrent à travers la porte elle-même, la voix d'Antoine étouffée mais audible alors qu'il parlait au bois comme si c'était mon visage. Je sais que tu es là. Je sais que tu peux m'entendre. S'il te plaît, Hélène, laisse-moi juste expliquer. Henri commença à poser des questions, pourquoi Monsieur Triste parlait porte-maman. Je lui dis que l'homme était confus, qu'il s'était trompé d'appartement. Mais les enfants voient la vérité d'une manière que les adultes ne peuvent pas, et les yeux d'Henri détenaient un savoir au-delà de son âge quand il regardait cette porte. Le point de rupture arriva un mardi soir, alors que j'avais travaillé tard sur un projet particulièrement exigeant. Claire était hors de la ville, rendant visite à ses parents, et l'appartement semblait trop silencieux, trop vulnérable. Je venais d'installer Henri dans son berceau quand j'entendis du mouvement dans le couloir. Antoine n'était pas en train de frapper cette fois. Il était assis contre ma porte, le dos appuyé contre le bois, et il pleurait. Pas les larmes prudentes et contrôlées d'un homme essayant de maintenir sa dignité, mais les sanglots bruts et laids de quelqu'un dont le monde s'était complètement effondré. Je les ai crus, murmura-t-il à la porte, sa voix à peine audible à travers le bois. Mon Dieu aidez-moi, je les ai crus. Parce que c'était plus facile que d'admettre que je pouvais me tromper. C'était plus facile que de tenir tête à ma famille. C'était plus facile que de te choisir toi plutôt que. J'ai appuyé mon propre dos contre la porte, séparé de lui par 3 centimètres de bois et 2 ans de dévastation. J'ai jeté tout ce qui était bon dans ma vie. Parce que j'étais un lâche. Parce que je les ai laissés me convaincre que leur version des événements avait plus de sens que de faire confiance à la femme que j'ai épousée. La femme que j'ai promis de protéger. Sa voix se brisa complètement alors, et je pouvais l'entendre lutter pour respirer à travers ses larmes. Je vois ton visage chaque nuit quand je ferme mes yeux. Je vois la façon dont tu m'as regardé quand j'ai craché sur toi. Je vois la confusion, la trahison, la façon dont ton monde entier s'est effondré à ce moment-là. Et je sais que j'ai fait ça. J'ai détruit la meilleure chose qui me soit jamais arrivée parce que j'étais trop faible pour me battre pour toi. Je glissai le long de la porte jusqu'à m'asseoir par terre,
mes genoux remontés sur ma poitrine, écoutant l'homme que j'avais autrefois aimé épancher son cœur à un morceau de bois. Ce petit garçon là-dedans, il est le mien, n'est-ce pas? Il a mes yeux. Le menton de ma mère. La façon dont il tient sa tête quand il est curieux, je faisais ça enfant. C'est mon fils. Et je ne pourrai jamais le connaître parce que j'ai choisi de croire un mensonge au lieu de faire confiance à ma femme. Quand je parlais finalement, ma voix était calme et froide. Tu as raison. Tu ne le connaîtras jamais. Parce que je ne suis pas la même femme qui t'aimait, Antoine. Cette femme est morte la nuit où tu as choisi les mensonges de ta famille plutôt que 2 ans de mariage. Et Henri n'est pas ton fils à réclamer juste parce que tu te sens coupable maintenant. Le silence qui suivit s'étendit entre nous comme un abîme. Finalement, je l'entendis se lever. Entendis sa main toucher la porte une dernière fois. Je sais, murmura-t-il. Je sais que je ne mérite pas le pardon. Mais j'ai besoin que tu saches que je n'ai jamais cessé de t'aimer. Même quand je pensais que tu m'avais trahi, une partie de moi savait que ça n'avait pas de sens. Et je passerai le reste de ma vie à regretter de ne pas avoir écouté cette partie. Ses pas s'estompèrent dans le couloir, mais cette fois, je savais qu'il reviendrait. La porte entre nous était devenue un symbole de protection, de limite, de la vie que j'avais bâtie sans lui. Et je n'avais aucune intention de l'ouvrir. Les visites individuelles d'Antoine m'avaient préparé à sa persistance, mais je n'étais pas prête pour la délégation qui arriva 3 semaines plus tard. Par le Judas, je les regardais se rassembler dans le couloir comme des personnes en deuil à une veillée funèbre, Brigitte serrant une enveloppe cartonnée contre sa poitrine, Aurélie tripotant un chapelet, Adeline tenant ce qui semblait être une boîte cadeau emballée professionnellement. Le coup frappé vint selon un schéma que je ne reconnus pas, hésitant et désolé. Quand je ne répondis pas, j'entendis la voix de Brigitte, plus mince que je ne me souvenais, vieillie par la culpabilité et les nuits blanches. Hélène, s'il te plaît. Nous savons que tu es là. Il ne veut juste pas parler. Nous devons réparer ça. Henri faisait la sieste dans sa chambre, et j'étais reconnaissante pour le silence qui signifiait qu'il ne serait pas témoin de ce moment. Je restais figé derrière la porte, regardant par le Judas la famille d'Antoine, les gens qui avaient orchestré ma destruction publique, attendre un pardon que je n'avais aucune intention d'accorder. Nous avons apporté des lettres, ajouta Aurélie, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Des explications. Nous savons ce que nous avons fait est impardonnable, mais s'il te plaît. Je m'éloignai de la porte sans répondre. Laisse-les rester là. Laisse-les sentir le poids des portes closes en silence. Laisse-les comprendre ce que ça faisait d'être mis à l'écart, indésirable, rejeté. Ils attendirent 1 heure avant de finalement laisser leurs offrandes et de partir. Quand Claire revint de son voyage d'affaires ce soir-là, elle me trouva assise sur le canapé, entourée d'enveloppes non ouvertes et de boîtes cadeaux, les regardant comme si elles allaient exploser. Ils sont venus ici, dis-je simplement. L'expression de Claire se durcit. Elle avait répondu à des appels de plus en plus désespérés de membres de la famille d'Antoine, chacun la suppliant pour son intervention, son aide pour me joindre. Elle était devenue mon gardien involontaire, un rôle qui mettait sa patience à rude épreuve. « Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça ?» demanda-t-elle, gesticulant vers la pile de tentatives de réconciliation. « Rends-les-leur. Mais d'abord, je veux que tu délivres un message. » Claire attendit, son carnet déjà à la main. « Dis-leur, vous m'avez humilié en public, vous guérisserez en silence. » Le message fut délivré, mais cela ne les arrêta pas. Les lettres de Brigitte commencèrent à arriver quotidiennement, chacune plus désespérée que la précédente. Elles étaient écrites à la main sur son papier à lettres personnelles, la même écriture élégante qu'elle avait utilisée pour adresser nos invitations de mariage. L'ironie ne m'échappa pas. Je ne les ouvris jamais, mais Claire le fit, rapportant leur contenu avec un mélange de fascination et de dégoût. « Elle prend l'entière responsabilité », me dit Claire un soir. Elle dit qu'elle a laissé ses instincts protecteurs pour Antoine l'emporter sur son jugement. Qu'elle aurait dû remettre en question l'histoire de Marc plus attentivement. Et elle veut savoir pour son petit-fils. Demande si Henri a des problèmes médicaux qu'elle devrait connaître, s'il a besoin de quelque chose, si tu es stable financièrement. J'ai ri, mais il n'y avait aucun humour là-dedans. Maintenant, elle veut être grand-mère après m'avoir traité de homo grossier devant tout le quartier. L'approche d'Aurélie était différente. Elle avait apparemment commencé une thérapie spécifiquement pour aborder son rôle dans mon humiliation publique, et son thérapeute lui avait suggéré de tenter de faire amende honorable dans le cadre de son processus de guérison.
Elle commença à apparaître dans des endroits que je fréquentais, le supermarché, le cabinet du pédiatre, le parc où Henri jouait. Elle ne s'approchait jamais directement, mais elle était toujours là, planant aux marges de ma vie comme un fantôme coupable. Claire l'affronta finalement dans le rayon des céréales de notre supermarché local. « Arrête de traquer mon ami », avait dit Claire, assez fort pour que d'autres clients entendent. « Ta culpabilité n'est pas sa responsabilité de réparer. » Le visage d'Aurélie s'était froissé, mais elle avait hoché la tête et quitté immédiatement le magasin. Adeline choisit la voie la plus publique pour sa contrition. Ses excuses sur les réseaux sociaux furent partagées des milliers de fois, un essai soigneusement élaboré sur les dangers de tirer des conclusions hâtives, l'importance de soutenir les femmes en crise, et les dégâts durables causés par l'humiliation publique. Elle tagua des organisations de lutte contre la violence domestique et des refuges pour femmes, transformant sa culpabilité en militantisme. La publication est arrivée jusqu'à moi par d'anciennes amies d'université qui l'ont fait suivre avec des messages de soutien et de choc. Lire les mots d'Adeline, son admission qu'elle avait participé à la destruction de la vie d'une femme innocente, semblait surréaliste. Elle jouait sa culpabilité pour un public, rendant sa rédemption aussi publique que mon humiliation l'avait été. Pendant ce cirque d'expiation, j'ai pris une décision qui allait nous protéger, Henri et moi, de façon permanente. Tante Suzanne, malgré son âge et ses problèmes de santé, se révéla être une fervente avocate. Quand je lui ai expliqué la situation, elle m'a mise en contact avec une avocate spécialisée en droit de la famille, spécialisée dans la protection des femmes contre les situations abusives. Pas de père mentionné sur l'acte de naissance signifie pas de droits légaux, a expliqué l'avocate lors de notre consultation. En ce qui concerne la loi, cet enfant a un parent, vous. Vous avez maintenu cette position depuis la naissance, ce qui renforce significativement votre dossier. Nous avons créé ce que l'avocate a appelé un pare-feu juridique, une documentation qui empêcherait toute future demande de garde, demande de droit de visite, ou ingérence dans la vie d'Henri. Le processus fut minutieux et émotionnellement éprouvant, m'obligeant à fournir des récits détaillés des fausses accusations, de l'humiliation publique et de l'abandon complet que j'avais subi. Mais il y avait une personne qui n'avait pas encore reçu mon attention directe, Marc, l'architecte de cette destruction. Il était toujours en train de se remettre de sa maladie, toujours caché derrière les tentatives de réconciliation de sa famille. Je lui ai écrit exactement une lettre. Une phrase sur du papier blanc uni, « Tu as détruit une femme et créé une mère. Cet enfant ne connaîtra jamais ton nom. Je n'ai jamais eu de nouvelles. » La pression de la famille d'Antoine finit par l'user jusqu'au point de désespoir. Il commença à laisser des messages vocaux de plus en plus frénétiques pour Claire, suppliant pour une seule conversation, une chance de voir son fils, une opportunité de prouver qu'il avait changé. Contre mon meilleur jugement, et influencé par l'épuisement croissant de Claire face à la situation, j'ai finalement accepté de le rencontrer. Pas à mon appartement, pas sur mon territoire, mais dans un lieu neutre, un restaurant familial avec des lumières vives et beaucoup de témoins. J'ai amené Henri, curieuse de voir la réaction d'Antoine face à l'enfant qu'il avait rejeté, le fils qu'il n'avait jamais tenu dans ses bras. Antoine arriva tôt et était déjà assis quand Henri et moi sommes entrés. J'ai regardé son visage alors que nous approchions de la table, j'ai vu l'instant exact où la reconnaissance le frappa comme un coup physique. Henri, marchant maintenant avec assurance et bavardant constamment, était une version miniature indéniable de son père. « Salut », dit Henri à Antoine avec l'amabilité intrépide d'un tout-petit, grimpant dans le siège rehausseur en face de l'étranger qui partageait ses yeux. Antoine regarda fixement son fils, notre fils, avec une expression d'émerveillement et de dévastation qui était douloureuse à voir. Henri sourit en retour, complètement inconscient des changements émotionnels sismiques se produisant autour de lui. « Je ne le mérite pas, n'est-ce pas ?» murmura Antoine, sa voix à peine audible au-dessus du bruit ambiant du restaurant. Je ne dis rien, car il avait raison. Et certaines vérités n'ont pas besoin de reconnaissance pour rester absolues. Cette seule rencontre au restaurant changea tout et rien à la fois. La reconnaissance murmurée d'Antoine, « Je ne le mérite pas, n'est-ce pas ?» resta suspendue dans l'air entre nous comme la fumée d'un feu mourant. Henri, insouciant du poids du moment, avait colorié sur son menu pour enfants et demandé à Antoine s'il aimait les dinosaures. La normalité de l'innocence enfantine sur fond de dévastation adulte créa un tableau surréaliste qui se rejouerait dans mon esprit pendant des mois. J'ai établi des règles après cette rencontre, des limites rigides, non négociables, qui régiraient tout contact futur. Antoine pouvait voir Henri une fois par an, le jour de l'anniversaire d'Henri, pendant exactement 2 heures, avec Claire présente comme superviseur neutre. Pas de visite nocturne, pas de réunion de famille,
pas d'intégration dans la dynamique de la famille Martin qui nous avait détruits tous les deux. La première visite supervisée eut lieu quand Henri eut 3 ans. Antoine arriva avec un cadeau soigneusement emballé, un jeu de train en bois qui a dû lui coûter une semaine de salaire. Il s'assit sur le sol du salon de Claire, montrant à Henri comment connecter les rails pendant que je regardais depuis l'encadrement de la porte de la cuisine, mes bras croisés comme une armure sur ma poitrine. « Comment tu t'appelles » avait demandé Henri avec la franchise typique d'un tout-petit. « Je suis Antoine », il avait répondu, sa voix épaisse d'émotion qu'il essayait de contenir. « Monsieur Antoine », décida Henri, comme s'il testait comment le nom sonnait dans sa bouche. « Tu as des enfants, monsieur Antoine ?» La question frappa Antoine comme un coup physique. Je le regardais lutter avec la réponse, ses mains s'attardant sur les wagons en bois. « Non, dit-il finalement. Non, je n'ai pas d'enfant. » C'était la vérité de la manière la plus dévastatrice possible. Biologiquement, Henri était son fils. Légalement, émotionnellement, relationnellement, Henri m'appartenait entièrement. Antoine avait renoncé à toute revendication de paternité la nuit où il a choisi les mensonges de sa famille plutôt que la vérité de sa femme. Ce modèle continua année après année. Antoine devint Monsieur Antoine, l'homme gentil qui apportait des jouets chers et semblait triste quand Henri lui faisait un câlin d'adieu. Henri n'a jamais demandé pourquoi Monsieur Antoine ne venait qu'une fois par an. N'a jamais remis en question pourquoi cet homme partageait ses yeux et son sourire. Les enfants acceptent la réalité qu'on leur donne, et la réalité d'Henri, c'était moi, Claire, et la vie que nous avions construite ensemble. Mais la famille d'Antoine subit ses propres transformations, bien que je les observais de loin comme un scientifique étudiant des spécimens sous verre. La culpabilité de Brigitte l'avait poussée au bénévolat dans un refuge pour femmes à 2 heures de sa ville natale, assez loin pour qu'elle ne rencontre personne connaissant notre histoire. Claire apprit par des connaissances communes que Brigitte se jeta dans le travail avec le désespoir de quelqu'un cherchant l'absolution par le service. Elle travaille spécifiquement avec des femmes qui ont été faussement accusées ou publiquement humiliées, rapporta Claire après avoir rencontré une amie d'université qui était bénévole au même refuge. Apparemment, elle est devenue une véritable avocate. Les aide à naviguer dans les systèmes juridiques, à trouver un logement sûr, à reconstruire leur vie. Je ne ressentis aucune satisfaction à cette connaissance, aucun sentiment que justice avait été rendue. La transformation de Brigitte semblait plus de l'autopréservation que de la vraie rédemption, une manière de vivre avec elle-même plutôt qu'une véritable compréhension des dégâts qu'elle avait causés. Aurélie avait canalisé sa culpabilité dans le journalisme, écrivant des articles pour des magazines locaux sur les questions de justice familiale et le danger de se précipiter pour juger dans les conflits familiaux. Ces articles étaient bien documentés et rédigés avec soin, bien que je détectais le courant sous-jacent d'expériences personnelles qui animait sa passion pour le sujet. Elle était devenue une experte en fausses accusations au sein des familles, en psychologie de la croyance et en traumatisme durable de l'humiliation publique. Le chemin d'Adeline me surprit le plus. Elle avait quitté son emploi en entreprise pour travailler avec des enfants ayant des besoins spéciaux, se consacrant à protéger les membres les plus vulnérables de la société. Sa présence sur les réseaux sociaux avait évolué, passant des mises à jour personnelles à des publications de plaidoyer sur les droits des enfants et les initiatives anti-harcèlement. La femme qui m'avait traîné dans les rues était devenue quelqu'un qui se battait pour que d'autres enfants ne subissent jamais d'humiliation publique. Je n'ai pardonné à aucune d'elles, mais j'ai reconnu le changement. Leur culpabilité les avait transformées en personnes qui pourraient réellement empêcher une autre femme de vivre ce que j'avais enduré. C'était une forme étrange de justice, ma destruction avait créé des défenseurs qui pourraient sauver d'autres de destins similaires. Pendant ce temps, Claire et moi avions découvert notre propre but dans les décombres. Nous avions commencé petit, juste des conversations avec des femmes qui nous avaient contactés après la publication virale d'excuses d'Adeline. Elles nous ont trouvés par des amis communs, par des réseaux de soutien, par le chemin de fer clandestin de femmes qui avaient survécu aux fausses accusations et à l'humiliation publique. Notre groupe de soutien se réunissait mensuellement dans le salon de Claire, puis a déménagé dans un centre communautaire à mesure que nos nombres augmentaient. Nous nous sommes appelés la force silencieuse, pas parce que nous sommes restés silencieuses, mais parce que nous avions appris que parfois la réponse la plus puissante à la destruction était de reconstruire plus fort que nous n'avions été brisés. Nous ne crions pas, est devenue notre devise officieuse. Nous ne nous battons pas. Nous nous en allons et reconstruisons. J'ai partagé mon histoire avec soin, me concentrant sur le rétablissement plutôt que sur le traumatisme. Comment j'avais créé des protections juridiques pour Henri. Comment j'avais établi une indépendance financière.
Comment j'avais construit une vie qui ne pouvait être détruite par les mensonges d'autres personnes parce qu'elles ne dépendaient pas de leur validation. D'autres femmes partagèrent leurs expériences, des épouses accusées d'affaires qu'elles n'avaient jamais eues, des mères faussement dénoncées pour maltraitance d'enfants par des ex-partenaires vindicatifs, des professionnels dont la réputation avait été détruite par des commérages malveillants. Nous nous sommes enseignés les unes aux autres des compétences pratiques, documentation juridique, protection financière, sécurité numérique, limites émotionnelles. Mais peut-être que la partie la plus puissante de nos réunions était le simple fait d'être cru. Dans une salle pleine de femmes ayant subi de fausses accusations, personne n'a mis en doute la vérité de quiconque. Personne n'a exigé de preuves ou de témoignages. Nous avons simplement écouté, cru et aidé les unes les autres à guérir. Marc resta le seul fil lâche dans cette tapisserie de transformation. Sa santé physique s'était rétablie, mais son isolement était complet et auto-imposé. Il a perdu son emploi quand son rôle dans ma destruction est devenu public. Les anciens amis l'évitaient. Même sa famille maintenait ses distances, leur amour pour lui entaché par la compréhension de ce qu'il leur avait coûté à tous. J'ai entendu par le réseau de commérage de tante Suzanne qu'il avait déménagé dans un autre département, faisant des petits boulots et vivant seul dans un studio. Son pouvoir, sa capacité à manipuler et détruire s'était évaporé en même temps que sa crédibilité. Il existait, mais ne vivait pas. Il a survécu, mais ne prospérait pas. Je ne lui ai jamais envoyé une autre lettre. Jamais reconnu son existence au-delà de cette seule phrase que j'avais écrite des années plus tôt. Sa punition n'était pas ma responsabilité de faire respecter. C'était simplement la conséquence naturelle de ses choix. L'isolement qui vient d'être le genre de personne qui détruit des vies innocentes pour une vengeance mesquine. Parfois tard la nuit, quand Henri dormait et que l'appartement était calme, je réfléchissais sur la nature de la vengeance. J'avais voulu crier ma vérité. Riposter. Les forcer tous à reconnaître ce qu'ils m'avaient fait. Au lieu de ça, j'avais disparu. Ce silence était devenu mon épée, coupant plus profondément et durant plus longtemps que n'importe quelle confrontation n'aurait pu accomplir. Mon absence les avait détruits plus efficacement que ma présence n'aurait jamais pu le faire. Ils durent vivre avec leur choix, avec leur culpabilité, avec le savoir qu'ils avaient jeté quelque chose de précieux et irremplaçable. J'eus le droit de vivre avec mon fils, ma paix, et le savoir inébranlable que j'avais survécu à leur pire et construit quelque chose de beau à partir des décombres. La vengeance, j'avais appris, n'était pas ce que vous faisiez aux gens qui vous blessaient. C'était ce que vous refusiez de les laisser vous prendre à nouveau. Cette histoire de vengeance silencieuse vous a tenu en haleine? Cliquez sur le bouton j'aime dès maintenant. Quel moment vous a le plus touché? Laissez votre scène préférée dans les commentaires. Je lis chacun d'entre eux.